Est-il encore pertinent d'investir dans l'immobilier en 2025? Et si oui, comment réaliser son premier achat dans les prochains mois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus précis possible, de vous apporter un plan d'action concret et mon avis et certains éléments qui pourront vous aider dans votre prise de décision et dans votre passage à l'action. Avant de rentrer dans le cœur de cette vidéo, vous avez dans la description le lien vers une formation 100% offerte de 2 heures dans laquelle on regarde comment trouver une bonne affaire, comment se la faire financer et comment passer de 1 à 10 biens immobiliers. Donc c'est 2 heures de formation complètement offerte. Vous avez le lien dans la description, vous recevrez ça par mail. Et je vous conseille surtout de prendre le temps de regarder cette vidéo, cette formation qui apporte beaucoup d'éléments. On est sur mes écrans, je vous montre mes stratégies concrètes que j'utilise tout simplement pour trouver ces bonnes affaires. Donc soyez concentrés, coupez les distractions et vous verrez par vous-même la qualité des informations que je livre dans cette formation. Donc premier point, pourquoi investir dans l'immobilier et faut-il encore investir dans l'immobilier pour 2025? Donc c'est bien évidemment le centre, la base de cette réflexion. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans un contexte où les banques centrales essayent de contrôler, même de rabaisser maintenant un petit peu l'inflation. On a eu une grosse période, un gros pic d'inflation, mais l'inflation reste tout de même assez haute. À l'heure où je vous fais cette vidéo, on est redescendu à 1,1% d'inflation, donc ce qui reste une inflation très correcte. Pourquoi? Parce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui donne les taux directeurs aux banques, en fait c'est cette BCE qui influe directement sur le taux auquel vous empruntez dans les banques commerciales, a rabaissé les taux également de 0,25 points une première fois, puis 0,25 points également une deuxième fois. Donc on a baissé d'un demi-point sur le taux directeur. Donc forcément, ça permet de relancer un petit peu l'économie, relancer les crédits, et donc de ce fait de venir contrôler également l'inflation. Je ne rentrerai pas plus dans les explications économiques, tout simplement parce que je ne suis pas économiste et que je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais aujourd'hui, donc, on est revenu sur une inflation plutôt contrôlée, donc forcément les taux sont quand même en train de rebaisser, donc la barrière bancaire commence à être moins compliquée à lever. Et au-delà de ça, vous devez investir, bien évidemment, pour protéger votre argent de l'inflation. Ça, je le répète dans beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Si aujourd'hui vous gardez 100 000 euros de cash à la banque, à la fin de l'année, cette valeur, cette monnaie, ces 100 000 euros d'argent, perdront en valeur. Et vous pourrez acheter moins de choses avec ces 100 000 euros qu'un an avant. Donc rien que pour protéger votre argent de cette inflation, c'est intéressant d'investir. Maintenant, l'immobilier fait aussi partie répond à un des 5 besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow, qui est le besoin de se loger, d'avoir un toit, d'avoir de la sécurité, un endroit où vous pouvez rentrer chez vous, vous reposer, tout simplement. Donc, on est dans une planète où il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus de demandes, et une offre qui évolue également. Il y a plein de bâtiments, de terres qui sont construites, mais qui évoluent au même rythme, voire peut-être un peu moins rapidement que la demande. Donc forcément, demande croissante, on a des prix qui augmentent aussi, donc investissez aujourd'hui, dans 15-20 ans, il y a peu de chances que votre bien immobilier ait perdu en valeur. Bien évidemment, on peut toujours trouver le contre-exemple dans la diagonale du vide, en plein milieu de la France, dans une petite campagne complètement désertée. Bon, là oui, c'est sûr, je veux bien croire que ça va pas forcément prendre en valeur. Maintenant, il y a un facteur qui rentre en jeu, c'est, vous avez certainement entendu parler en ce moment, du projet de loi de finances 2025. Donc c'est un projet de loi qui n'a pas encore été voté, mais on en prend la direction, ça va finir par arriver. Donc forcément, moi je suis d'avis plutôt anticipé. On entend quand même beaucoup de réformes, beaucoup de changements qui, de premier abord, vont beaucoup impacter les investisseurs immobiliers et ceux qui font de la courte durée. Alors j'ai envie de vous dire, c'est vrai, et en même temps, d'une certaine manière, selon votre stratégie, vous pouvez ne pas être trop impacté. Au niveau des mesures principales, alors je ne vais pas redétailler tout le PLF 2025, mais on va avoir plusieurs éléments. Ils veulent supprimer les avantages fiscaux liés au micro-BIC. Avant, vous aviez un abattement de 71% sur votre chiffre d'affaires qui déterminait donc votre bénéfice sur lequel vous étiez par la suite imposé. Aujourd'hui, si vous faites de la location en courte durée en micro-BIC, vous n'aurez plus un abattement de 71%, mais un abattement uniquement de 30%. Donc, on perd ici 40% d'abattement. Donc, si vous faisiez 10 000 euros de chiffre d'affaires, avant, on appliquait un abattement de 7 100 euros
qui n'est maintenant réduit qu'à 3 000 euros. Donc forcément, là où vous ne faisiez que 3 000 euros de bénéfices, enfin 2 900, donc là vous allez faire 8 000 euros de bénéfices. Donc forcément, ces 8 000 euros de bénéfices, ça va faire la différence parce que ça va rentrer dans votre imposition sur le revenu sur lequel vous allez payer en fonction de la tranche marginale dans laquelle vous vous placez. Maintenant, ce n'est uniquement pour le régime micro-BIC. Le régime réel aujourd'hui n'est pas impacté. Donc, dans le cas où vous faites de gros travaux, vous avez de l'amortissement à passer, que ce soit sur les travaux, sur vos frais de notaire, sur le prix du bien, sur le mobilier que vous avez dans l'appartement, ça n'a pas changé. Et bien évidemment, le régime réel et ce système d'amortissement, c'est dans le viseur, mais déjà depuis plusieurs années. Je pense pas qu'ils y toucheront directement parce que ça remanierait trop vite et trop fortement le monde de la bulle immobilière qui n'est déjà peut-être pas dans la plus grande des formes, mais ça viendrait encore rajouter une pression fiscale aux investisseurs et je pense que ça pourrait encore ralentir considérablement la dynamique économique actuelle qu'il y a sur la niche de l'immobilier. Donc moi, honnêtement, si c'était à refaire et qu'aujourd'hui je devais acheter mon premier appartement, je ne me mettrais pas de barrière par rapport à ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, le meilleur moyen aujourd'hui de faire de l'immobilier de manière rentable, alors il y a du marchand, des possibilités de faire du cash rapidement avec d'autres stratégies, mais si vous voulez garder un appartement et pas forcément le revendre, le garder en patrimonial, le meilleur moyen de faire de l'argent, ça va être d'acheter un bien défoncé dans lequel on va pouvoir faire des travaux pour apporter une plus-value, pour pouvoir faire passer de l'amortissement d'un point de vue fiscal et pour pouvoir tout simplement avoir un bien qu'on exploite soit en longue durée, soit en courte durée, mais qui permet de compenser la charge de crédit qu'on aura. Donc en fait aujourd'hui, si vous restez sur ce type de stratégie et que vous trouvez des biens avec travaux, vous n'êtes pas réellement impacté par ce projet de loi de finances, même s'il est voté à un moment. Maintenant, il y a aussi d'autres éléments qui sont rentrés en compte. Par exemple, ils veulent enlever l'exonération d'impôt pour les reventes des résidences principales. Alors, ils veulent le supprimer, cet avantage, si vous revendez votre résidence principale dans un délai inférieur à 5 ans à compter de votre date d'achat. Là où aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent tous les ans à acheter une RP, à la revendre pour ne pas être imposés sur la plus-value, là, ils devront attendre 5 ans. Donc, si votre stratégie, c'est pas une revente immédiate, de pas faire ce genre de système-là, vous n'êtes pas non plus réellement impacté. Donc oui, c'est chiant, c'est quand même une composante de plus. Ça va bloquer une part des investisseurs immobiliers qui étaient sur cette stratégie. Et pour tout vous dire, moi je connais un couple, ils font que ça depuis 10 ans. Tous les ans, une fois le mec il achète une RP, il la revend. L'année d'après c'est sa femme qui l'achète, qui le revend. Alors ils sont pas mariés d'un point de vue légal, donc c'est pour ça, eux ils vivent très bien en faisant ça. En fait tous les ans, une année sur deux, ils font une opération d'achat-revente et en fait ils vivent que là-dessus. Donc eux forcément, ce genre de personnes qui appliquent ces stratégies, qui fonctionnaient jusqu'à présent, vont devoir changer leur fusil d'épaule et réajuster leur stratégie. Mais aujourd'hui, voilà, vous bloquez pas, encore une fois, parce que vous avez entendu que les Airbnb, la location courte durée, est dans le viseur des municipalités, ce qui est vrai, mais ça reste dans les grandes villes, et même dans les grandes villes aujourd'hui, sur les premiers appartements, vous n'êtes pas bloqué. Donc il y a déjà tout ça, où je pense que c'est une fausse excuse si vous vous bloquez à cause de ça. D'un point de vue fiscal, encore une fois, bon, c'est le régime micro-BIC qui est impacté énormément. Donc ça peut faire chier certains investisseurs, mais si vous trouvez un bien avec travaux, vous n'êtes pas complètement concerné. Cette histoire d'exonération de l'impôt sur la plus-value dans le cadre d'une revente de résidence principale, pareil, ça peut être chiant, mais encore une fois, peut-être que beaucoup de personnes d'entre vous ici veulent acheter un appartement et pas forcément le revendre dans les 5 prochaines années. Vous voulez peut-être le garder pour votre retraite, etc. Donc au final, il y a quand même une grosse catégorie de personnes qui appliquent une stratégie que beaucoup de personnes utilisent, qui n'est pas foncièrement impacté non plus directement. Donc après, oui, ils proposent d'augmenter encore l'impôt sur le revenu, ils proposent d'augmenter la flat tax sur les dividendes, d'augmenter l'IS pour les sociétés qui font un bénéfice supérieur à je sais plus combien de milliers d'euros. Donc il y a quand même une pression fiscale qui est de plus en plus présente. On le sait, la France c'est un des pays de l'Union européenne le plus taxé, même un des pays au monde le plus taxé. Voilà, on le sait, c'est pas une nouveauté, il y a un déficit énorme en France qu'il va falloir combler. Un nouveau ministre des Finances qui est arrivé, qui fera
pas long feu parce que, étant donné son âge, il ne va pas rester 15 ans en poste, donc lui qui est là pour remplir des objectifs à mon sens à court terme, donc forcément ils vont taper là où ils peuvent taper de manière assez simple. Mais encore une fois, vous en tant qu'investisseur immobilier débutant, encore une fois, c'est complètement différent si vous en êtes déjà au 20e, 50e appartement, là bien sûr qu'il y aura des questions différentes qui vont se poser, mais pour un début, pour un premier investissement, ne vous bloquez pas avec le climat anxiogène actuel qu'on a, qui nous entoure, auquel on est confronté dès qu'on allume la télé, on voit PLF 2025, qu'est-ce qui va changer, etc. On a l'impression que le monde va s'arrêter de tourner. Mais voilà, encore une fois, trouver des bonnes affaires, c'est possible, c'est pas si compliqué que ça, je l'explique notamment dans ma formation offerte, mais je vous conseille encore vraiment, si vous vous lancez, si vous êtes à vos débuts, de faire votre premier investissement en 2025. Donc maintenant, la transition est toute trouvée avec le deuxième point qui est de définir sa stratégie. Aujourd'hui, en tenant compte du contexte économique général, en tenant compte de votre situation personnelle, est-ce que vous avez du temps à allouer à la gestion de votre appartement? Est-ce que vous avez de l'argent? C'est sûr qu'aujourd'hui, si vous avez beaucoup d'argent, peut-être qu'il sera habile de diversifier un peu, de ne pas tout injecter dans l'immobilier, d'aller sur d'autres produits financiers, d'autres actifs. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui commencerait, qui n'aurait pas énormément d'argent, qui aurait peut-être 15-20 000 euros de côté, 10-15-20 000 euros de côté, un salaire classique, on va dire entre 1800 et 2500 euros en CDI par mois, aujourd'hui, forcément, vous devez définir une stratégie qui va vous convenir. Donc, selon votre situation perso, le temps que vous avez alloué, vous allez plutôt vous orienter sur de la location longue durée ou de la location courte durée, en fonction, encore une fois, du temps que vous pouvez y mettre à la gestion. En courte durée, vous pouvez déléguer 100% de la gestion à une conciergerie, auquel cas, il faudra, dans vos prévisionnels derrière, intégrer le coût de la conciergerie pour voir si l'opération s'autofinance et est rentable, mais dans tous les cas, que ce soit en longue durée ou en courte durée, ça dépendra encore une fois, comme je vous l'ai dit, de votre situation personnelle, vous pouvez vous lancer dans l'immobilier. Par contre, encore une fois, il faudra adapter sa stratégie en fonction de votre situation perso. Donc ça, c'est à vous, de manière très honnête, de regarder, de faire votre état des lieux et de dire ok, je peux par semaine consacrer un petit peu de temps pour aller faire le ménage de mon Airbnb, pour le gérer moi-même, ou alors je n'ai pas du tout ce temps-là, j'ai pas du tout envie de m'en occuper parce que je suis très pris par mon métier, donc auquel cas on va peut-être s'orienter plus sur une exploitation 100% déléguée, que ce soit de la courte ou de la longue durée. Donc encore une fois, à vous de voir ce qui vous correspond. Est-ce que vous avez envie de sortir loin de la ville dans laquelle vous êtes actuellement ou du village? Est-ce que ça vous dérange pas de faire 1 heure de route? Est-ce que vous avez envie d'investir à l'autre bout de la France? Encore une fois, selon vos situations personnelles, il y a beaucoup de choses, de facteurs qui rentrent en compte que je ne peux pas forcément anticiper ici ou que je peux pas balayer l'intégralité des facteurs qui peuvent rentrer en compte justement, mais à vous de vous poser, de savoir ce que vous voulez, pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier, est-ce que vous voulez revendre à court terme, est-ce que vous voulez vous construire un patrimoine pour du long terme? C'est des questions auxquelles seul vous pouvez répondre, donc je vous invite vraiment à faire ce petit travail-là, à vous poser et à vous demander de manière pragmatique pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier et comment vous pouvez le faire en fonction de vos moyens. Et une fois que vous avez défini cette stratégie, je conseille de faire dans un troisième point son état des lieux financier. Et là, je vais prendre l'exemple d'un ami avec qui j'étais ce matin qui a une situation qui pour moi est une situation assez basique, qui est très bien, mais qui, voilà, aujourd'hui, il vit avec sa femme, il a une maison en location et il a un crédit consommation sur une voiture. Il a un salaire à 2500 euros, cette personne-là, et à partir de là, en fait, je vous invite à faire votre balance, tout simplement, pour calculer votre taux d'endettement, pour calculer le montant maximum de dette que vous pouvez avoir pour rester dans les clous des 35% d'endettement exigés par les banques. Aujourd'hui, le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, impose ces règles-là aux banques pour éviter justement le surendettement des ménages. Donc, le but pour un premier appartement, ça va être de réussir à rester dans ces clous, dans ce 35% d'endettement. Donc aujourd'hui, comment le calculer? Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé un peu en vous présentant cet exemple-là. D'un côté, calculez tous vos revenus. Donc si vous avez qu'une ligne, qu'un CDI, par exemple à 2500 euros, vous avez une ligne à 2500 euros. 35% de ces 2500 euros, je l'ai noté là devant moi, ça représente 875 euros. Donc techniquement, pour ne pas dépasser l'endettement maximum prévu par le HCSF, vous devez avoir des charges qui n'excèdent pas 875 euros. Cette personne-là a un loyer à 1600 euros
et un crédit consommation voiture à 450 € par mois. Donc ça fait des charges totales à 2050 €. Donc là, vous allez me dire, on est largement au-dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'est pas marié avec sa femme, au sens légal du terme, mais qu'ils sont quand même à deux. Donc le loyer, il le paye à deux, et le crédit voiture, il le paye à deux. Donc réellement, ces 2050 € de charges sont divisés par deux, donc ça fait 1025 € de charges. Donc là, vous allez me dire, on n'est pas encore bon, 875, 1025 €, il y a un petit delta, on est en situation de surendettement, donc il va falloir réduire un petit peu ça. Donc on a identifié les leviers avec cet ami-là, et je lui ai dit, écoute, sur le crédit voiture, combien il te reste à solder? Il m'a dit 5400 €, je crois. Donc je lui ai dit, écoute, tu peux le solder aujourd'hui, tu as un peu d'argent sur les comptes, solde ton crédit auto directement, tu te libères 450 € de charge par mois, donc tu te libères donc 225 € si on divise par deux, et là, tu rentres dans les clous du 35% d'endettement. Et là, vous êtes en train de me dire, oui, mais sauf qu'on va acheter un appartement qui va créer une charge de crédit, donc forcément, cette charge de crédit va s'ajouter dans notre taux d'endettement. Et c'est là où j'arriverai sur le quatrième point, qui est très important, qui est de trouver une bonne affaire, parce qu'en fait, si vous achetez un bien immobilier, admettons 100 000 €, par exemple, 105 000 €, on a fait le test ce matin, 105 000 €, ça représentait 620 € je crois de mensualité aujourd'hui à un taux de 3,40. Donc 105 000 € à un taux de 3,40, on a regardé ce matin, ça représente environ 620 € par mois. Donc aujourd'hui, si vous avez vous achetez un appartement à peu près à 105 000 €, alors pourquoi je lui ai donné cette somme-là? Parce qu'aujourd'hui, moi je sais que les studios que j'achète en région toulousaine, en général, on va être entre 80 000 et 85 000 €. Il va y avoir entre 15 000 et 20 000 € de travaux, 5 000 7 000 € de frais de notaire. Donc au global, on est à peu près à 105 000 € sur le projet complet. Sur ces 105 000 €, les banques aujourd'hui demandent un peu d'apport. En moyenne, on dit 10%, mais c'est un peu moins même réellement. En tout cas, il faut au moins être prêt à mettre les frais de notaire. Donc là, admettons qu'on a 7 000 € de frais de notaire, qu'on déduit à nos 105 000 € de projet. Donc ça nous fait un crédit de 98 000. Donc la mensualité serait même un peu plus basse. L'intérêt avec ce genre d'affaires, encore une fois, basé sur mon expérience, sachant ce que je peux faire dans une ville comme Toulouse avec 100 000 €, permet de savoir que ce studio-là, en location longue durée, on peut justifier, on peut avoir des estimations de valeur locative qui nous disent qu'on peut louer ce bien-là 750, 800 € par mois en meublé. Un appartement, alors 800, on commence à taper quand même sur le très très haut du panier, mais aujourd'hui, un studio de 20-23 mètres carrés à 720, 750 € par mois, c'est tout à fait cohérent, en tout cas c'est tout à fait possible, et sur du meublé bien refait, propre, je vous assure que c'est ce qu'on a aujourd'hui à Toulouse. Donc en fait, on voit rapidement, alors même si les banques, eux, dans leur analyse derrière, peuvent appliquer des petits abattements pour justement sécuriser un peu plus le calcul de votre dossier, mais si vous avez une charge de crédit à 600 € par mois, compensée par un loyer théorique futur qui sera de 750 € par mois. Je ne vous parle pas de courte durée parce que les banquiers, surtout s'ils ne vous connaissent pas sur un premier achat, ne vous feront pas confiance sur de la courte durée. Aujourd'hui, j'arrive à avoir des banquiers qui considèrent mes loyers courte durée, donc on n'est pas à 750 € par mois, on est à 1500 € par mois, parce que j'ai 2, 3, 4 ans, 5 ans en fonction des appartements d'antériorité que je peux montrer justement à la banque pour leur dire voilà, si on lisse la moyenne sur 5 ans, par mois, on est à 1480 ou 1500 € par mois. Donc sur un premier investissement, ils vont prendre en compte votre loyer longue durée, sur lequel, en fonction des banquiers, en fonction des zones, ils peuvent encore appliquer un petit abattement pour considérer un peu moins de loyer. Mais globalement, aujourd'hui, ça se fait quand même de plus en plus dans les grandes villes, là où il y a de la demande locative. Les 30% d'abattement que les banques peuvent prendre théoriquement sur votre loyer, c'est plus pour compenser une éventuelle vacance locative, une période pendant laquelle votre logement ne serait pas loué. Aujourd'hui, on sait que dans des villes tendues comme Toulouse, Paris, Bordeaux, Lyon, toutes les grandes villes françaises, on a très peu de vacances locatives. Votre studio, demain, il est libéré. Si vous êtes bon et que vous avez bien géré votre chronologie, dans 10 jours même pas, enfin dans une semaine ou même le lendemain, vous pouvez avoir votre nouveau locataire qui arrive. Donc ça, si vous voulez, les banques aujourd'hui arrivent à prendre 100% d'un loyer longue durée. Donc si vous avez une charge de crédit générée par cet achat à 600 € et un revenu de 750 €, on est bon. La balance penche du bon côté. La balance s'alourdit du côté de vos revenus et donc vient délester le côté des charges. Donc encore une fois, faites votre état des lieux, regardez un petit peu les crédits que vous avez, le loyer que vous avez. Encore une fois, moi j'ai un ami qui a 21 ans, qui a acheté son premier appartement il y a peu de temps, et on a mis en place un système où il s'est fait loger à titre gratuit par ses parents, comme ça il n'y avait pas de charge de loyer, et ça lui laissait une capacité d'endettement complètement disponible pour un investissement immobilier. Donc ça, c'est aussi
un levier que vous pouvez utiliser. Donc encore une fois, si vous êtes relativement jeune ou même moins jeune, mais que vous êtes sur vos premiers appartements en 2025, le premier appartement, c'est pas le plus dur. Pourquoi? Parce que vous avez cette capacité d'endettement qui est plutôt disponible. Encore une fois, ça va être un peu plus compliqué si vous avez un crédit conso pour le téléphone, pour la voiture, pour la télé, pour tout ce que vous voulez, que vous avez un gros loyer par rapport à vos moyens et que vous êtes surendetté déjà avant même de faire un crédit immobilier, ben là, vous ne serez pas finançable. Donc déjà, moi, je pense que c'est intéressant de faire cet état des lieux pour voir quelles sont les actions à mettre en place dans un futur proche pour améliorer sa situation si besoin, ou sinon, tout simplement vous rassurer et vous dire « Ok, c'est bon, je suis finançable ». Parce que là, on n'est même pas en train de réfléchir jusqu'à combien je peux emprunter, on est en train de réfléchir sur « Est-ce que je suis finançable, oui ou non ?» Parce que là, vous l'avez bien compris, avec mon système d'acheter une opération qui s'autofinance et qui génère plus que la charge de crédit, ben en fait, si c'est pas 600 € ma charge de crédit, mais c'est 800, 900 € parce que je fais une opération à 160, 170 000 €, mais que derrière ça ne me rapporte pas 750 €, mais que ça rapporte 1500 € par exemple en location longue durée, ben en fait la balance continue de pencher dans le bon côté. Vous continuez d'avoir une opération qui vient ajouter du revenu plus que des charges. Donc oui, il y a d'autres facteurs que les banques vous expliqueront, notamment avec le taux d'usure, mais sur un premier appartement, encore une fois, le taux d'usure devient un peu embêtant sur les prochaines opérations. Mais donc, dans un premier temps, faire ce travail-là vous permet, vous, de savoir si vous êtes finançable et déjà de vous donner une première direction sur le montant de l'opération que vous allez chercher, parce que, gardez en tête qu'une banque demandera environ 10% d'apport. Donc c'est sûr que si vous faites une OP à 200 000, il faudra à peu près sortir 20 000 € d'apport. Un peu moins dans les faits, comme je vous l'ai dit, mais prévoyez 20 000 € d'apport. Donc si vous n'avez pas ces 20 000 € là, il faudra s'orienter sur une opération plus petite, une opération peut-être à 80 000 € sur une petite ville en périphérie ou une opération à 100 000 dans une grande ville qui vous permettra de sortir que 7, 8, 9, 10 000 € d'apport. Donc en fonction de la liquidité que vous avez, en fonction de votre situation, d'une part vous pouvez déterminer si vous êtes finançable et d'autre part déterminer à peu près l'enveloppe crédit que vous êtes susceptible de pouvoir aller chercher. Donc maintenant les étapes suivantes, ça va être de trouver la bonne affaire. Ça, encore une fois, vous ne devez pas vous précipiter, vous devez vraiment faire l'effort de chercher, de faire des offres, d'aller sur le terrain, de vous déplacer. Et comme je vous l'ai dit, moi, je le répète souvent, sur ma première opération, j'ai fait 34 visites, 28 offres, et sur ces 28 offres, j'en ai eu 2 acceptées quasiment au même moment, et j'ai acheté qu'un seul appartement. Donc, encore une fois, c'est un boulot chiant, c'est un boulot long, très chronophage, mais qu'il est nécessaire de faire. Et sur 30 offres que vous allez faire, vous allez peut-être en avoir 25 qui vont être refusées. Vous allez peut-être en avoir qui vont des propriétaires qui vont rentrer en négociation avec vous, mais sur un prix qui ne va pas vous convenir. Et vous allez peut-être réussir à faire une seule bonne affaire. Mais encore une fois, déplacez-vous, allez-y en visite. Et il y a d'autres stratégies pour essayer de cibler principalement les biens à fort potentiel. Ensuite, il faut réussir à se le faire financer, faire les travaux, faire la mise en location, etc. Mais tout ça, encore une fois, je reviens sur ma formation offerte, vous avez le lien dans la description. Je le détaille pendant 2 heures. Comment je fais pour identifier les marchés porteurs, trouver les bonnes affaires, me les faire financer. Et en dernière partie, comment monter de 1 à 10 biens immobiliers dans son patrimoine. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin que cette vidéo, elle est déjà un petit peu longue, j'avais des choses à te dire, je t'invite à aller dans la description, à regarder ce lien et à t'inscrire à cette formation offerte. Tu verras, c'est quasiment la suite de cette vidéo qu'il est pertinent d'aller voir maintenant que tu as vu cette première vidéo. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'aide énormément pour tout ce qui est référencement, motivation personnelle également. Et si tu as des sujets que j'ai envie de traiter, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si le sujet est pertinent, je me ferai un plaisir de le traiter lors d'une prochaine vidéo. C'était Mathéo, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.